Saviez-vous que le prix de vente moyen réel d'un bien immobilier vendu aux enchères est 2,6 fois celui qu'il était affiché en termes de prix de vente? Dans les commentaires, on me pose souvent des questions sur les ventes aux enchères et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas encore traité en termes d'investissement immobilier. Bah, dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce type de voie d'investissement immobilier. Est-ce que j'y suis allé? Est-ce que j'y suis pas allé? Et le cas échéant, pourquoi? Et donc, si vous vous intéressez à l'investissement immobilier d'une manière générale, je vous incite à regarder les autres contenus de cette chaîne. Il y a énormément de choses pour vous apprendre à sélectionner un bien, à trouver la rentabilité, à savoir comment le rénover, optimiser le DPE, etc. Donc, n'hésitez pas à compulser tout ça et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, si on parle des adjudications judiciaires, donc les ventes aux enchères. Alors, c'est un sujet que je surveille depuis un bon moment. En fait, en réalité, ça fait plusieurs années que je suis abonné à un certain nombre de sites spécialisés. Vous les trouverez facilement, hein, en faisant une requête sur Perplexity ou Google. Vous cherchez vente aux enchères en ligne, vente aux enchères publiques, adjudication publique, etc. Vous en trouverez plein. Il y a des sites qui sont spécialisés comme Agorastore, etc. Euh, donc moi, je suis beaucoup ces choses-là et j'avoue, j'ai failli passer le cap un certain nombre de fois, mais je ne l'ai pas fait. Alors j'ai des amis qui l'ont fait, donc ça me permettra un petit peu de vous partager leurs expériences. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que, moi j'aime bien être en contrôle de ce que je fais et il y a quelque chose qui me gêne profondément dans les ventes aux enchères, c'est que vous êtes obligé de prendre des décisions qui sont parfois pas extrêmement mûries. Je m'explique. En fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir donc une opération qui va être lancée. Dans certains cas, vous aurez même pas la possibilité de visiter le bien. Dans d'autres cas, ce sera une condition préalable obligatoire pour pouvoir enchérir, d'avoir visité le bien. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir y retourner 10 fois. Vous n'allez pas pouvoir faire des vrais devis d'artisan. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser mon application Simul Reno pour le faire, mais si vous avez vu le bien pendant 5 minutes, ou même une demi-heure, et qu'il est très très vaste, ça va être assez compliqué. Donc vous n'avez pas une très, très bonne connaissance finalement. Vous avez des plans, vous avez quelques éléments, vous avez des diagnostics en général qui vous sont fournis, mais bon, avec ça, si vous n'avez pas pu aller, réellement regarder, comment était le bien, c'est compliqué. Des fois, ils sont occupés, donc vous pouvez même pas y accéder. Vous pouvez voir que l'extérieur du bien, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur. Ça, c'est du vécu aussi. Bon et vous vous retrouvez du coup dans une situation où vous arrivez aux enchères, vous êtes obligé de déposer, un espèce d'acompte. En gros, c'est à peu près 10 du montant, de la mise à prix qu'il faut déposer en chèque de banque auprès d'un notaire ou de tout autre, type de personne assermentée. Bon, donc ça veut dire que un, il faut que vous ayez les liquidités sur 10 tout de suite, immédiatement, disponibles parce qu'ils seront encaissés, presque directement après la vente, j'y reviendrai. Bon, OK, ensuite il faut ce chèque de banque, ensuite donc vous déplacez, et puis vous vous retrouvez face à des personnes qui sont souvent soit des professionnels de la vente aux enchères, soit des investisseurs particuliers, mais quand même très, très aguerris à la vente aux enchères. En fait, là, c'est comme, la vente aux enchères immobilières, c'est comme la vente aux enchères tout court. C'est-à-dire qu'il y a une notion de c'est un peu le casino, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans une ambiance un peu particulière, vous vous laissez emporter par le jeu et sauf que c'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu parce qu'à la fin, vous prenez des risques réels et vous dépensez de l'argent pour de vrai. Et il y a beaucoup de mécaniques comme ça, psychologiques, qui vont se mettre en œuvre et qui vont faire que potentiellement vous étiez dit: «Ah oui, mais moi je dépense pas ce prix-là. Oui, mais l'autre il y est presque et en fait, il manque pas grand-chose. Bah allez, je rajoute un peu», puis ça continue touc 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 et on fait une escalade et à la fin vous avez peut-être fait une offre, 10-15-20-30 plus cher que ce que vous aviez prévu dans vos calculs et ça, c'est vraiment le jeu de l'enchère qui va vous emmener là-dedans. Alors, ces enchères peuvent être faites en ligne ou, en réel. Donc là, vous verrez un petit peu différemment, mais les enchères en ligne, moi, ça me rappelle, en fait, il y a 20 ans, quand, je faisais des achats sur eBay, un peu en masse, j'utilisais des outils de snipe, comme on appelle ça. Donc en gros, vous programmiez le truc pour qu'il enchérisse à un quart de seconde de l'heure finale, de l'enchère, sur eBay. Bah, là, c'est pareil, en fait, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont programmer des outils qui vont enchérir à la dernière seconde et vous aurez pas le temps de réagir derrière. Et donc vous étiez bien et puis ils vont rajouter, hop, alors ça dépend de combien est le palier, mais des fois les paliers, de surenchère sont très faibles et donc ils vont, hop, ils vont mettre un tout petit peu. En fait, vous vous battez, quand c'est en ligne, contre un système quoi, quelque part et contre des gens qui sont beaucoup mieux préparés que vous et qui ont des outils pour le faire et donc là, c'est un peu délicat. Après quand vous allez dans la vraie vie, alors c'est-à-dire c'est assez amusant parce que la plupart des ventes aux enchères dans la vraie vie vont se dérouler à la bougie.
Donc on a l'impression d'être au 19e siècle et donc vous avez des bougies, qui sont allumées et en gros, c'est la dernière enchère au moment où la deuxième bougie s'éteint qui va compter. Donc on est on est un peu dans un univers, ouais, c'est vraiment le 19e siècle et pourtant c'est pour des on est bien en 2026, mais ça se passe encore comme ça. Ça veut dire aussi que les choses n'ont pas évolué depuis longtemps, ça veut dire que c'est probablement quelque chose d'assez efficace pour aller récupérer un maximum d'argent. Parce que ceux qui organisent ça, leur but, c'est pas que vous fassiez une bonne affaire. Alors, si vous faites une bonne affaire, tant mieux. Leur but à eux, c'est surtout de vendre au prix le plus élevé. Et quand je dis ceux qui organisent ça, c'est à la fois le vendeur, qui soit à l'origine de la vente ou que ce soit un organisme d'État ou un autre, je dirais, ou une banque ou je sais pas qui provoque la vente, hein, parce que ça peut être une faillite, etc. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui veut récupérer des sous. Et puis, tous les intermédiaires au milieu qui sont payés à la commission. Parce que ça aussi, c'est un point qui est important à bien avoir en tête, c'est que si vous faites un achat, que ce soit immobilier ou autre, hein, mais achat immobilier, ça commence à faire des sommes importantes. En général, la totalité des commissions qui vont être prises vont varier entre 10, 15, des fois jusqu'à 20 du montant du bien. Ouais, donc ça veut dire que ce qui était une bonne affaire, même en termes de prix d'achat pour vous, quand vous rajoutez les 15 de frais, bah, ça commence à faire cher, quoi, hein. Et bon, et donc du coup et puis vous avez encore tous les frais, classiques, hein, voilà. Bon, quand je dis ça, c'est parce que souvent les plateformes vont prendre entre 5 et 8, des fois jusqu'à 10-12. Et puis après enfin les plateformes ou les opérateurs, hein, de ces ventes aux enchères et puis après il y a des frais judiciaires, il y a bien sûr les droits de mutation, donc les frais de notaire et cetera, blablabla, qui s'appliquent. On reste dans une vente immobilière classique, mais clairement payer un agent immobilier, c'est moins cher. Voilà, et puis l'agent immobilier, vous allez pouvoir, le solliciter, lui poser plein de questions, y retourner plein de fois. Là, la vente aux enchères, une fois que votre décision elle est prise et une fois que vous avez enchéri, vous êtes engagé immédiatement. Et donc si vous avez fait une connerie, ah bah, c'est trop tard. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'après la vente, donc on va commencer à encaisser, des sous. Alors, ce qui peut se passer aussi de relativement frustrant, c'est que dans les 2 semaines qui suivent, un autre des candidats qui avait déposé le chèque de banque et cetera peut refaire une enchère derrière et donc ça peut relancer la course à l'échalote sur le prix. Donc le prix, quand vous quittez la salle, vous dites: «OK, j'ai réussi à l'acheter à ce prix-là», mais en fait, ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, le prix aura pas pris, 30 parce qu'entre temps, il y aura quelqu'un qui aura remis une enchère et puis ça va continuer, ça va remonter. Vous pouvez soit perdre complètement les choses, donc vous dites: «Bah, OK, j'avais gagné» et puis, 3 jours après, vous avez finalement pas gagné et puis, sinon, potentiellement, vous avez payé beaucoup plus cher que prévu. Donc on est dans cette mécanique psychologique d'entraînement qui fait que après vous allez pas vouloir perdre et et vous avez tendance à remettre encore, encore et encore et encore. Mais c'est des mécaniques du jeu, hein, du jeu de hasard, c'est exactement les mêmes, hein. C'est comme, c'est un peu comme à la roulette où vous allez remettre: «Ah mais cette fois-ci, mais ça va passer, ça va passer, ça va passer», puis au bout d'un moment, ben, vous avez cramé tout votre capital, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention et enfin cramer votre capital. En tout cas, vous avez dépassé ce que vous aviez prévu comme étant votre niveau de rentabilité et ça, c'est très important et c'est de se dire: «OK, j'y vais», en me disant: «J'ai calculé exactement quel était mon prix maximum et je le dépasserai pas». Mais je peux vous dire que c'est vraiment, mais vraiment extrêmement difficile. Donc moi, je m'étais déjà inscrit donc à des choses comme ça, je les ai suivis et j'ai vu un peu comment ma psychologie aurait fonctionné et je pense que je me serais fait avoir. Voilà. Je me connais un petit peu, je sais que j'ai du mal à réfréner ce genre de choses-là parce que je sens venir la bonne affaire, je dis: «Ah, ça serait quand même con de la perdre, pour 50 €, quoi». Ouais, mais ces 50 € qu'on rajoute en plus vont peut-être se transformer en 50 000 après, hein, parce que ça va continuer en escalade. Bon, c'est des choses qu'on a déjà tous, pu voir dans des ventes aux enchères pas immobilières et donc il faut faire attention avec tout ça et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que, donc il y a cette période et il y a 10 jours, je me suis trompé, c'est pas 2 semaines, c'est 10 jours, hein, pendant lequel, quelqu'un peut enchérir. Par contre, il faut qu'il enchérisse d'au moins 10. Donc c'est pareil, donc ça veut dire que si dans les 10 jours quelqu'un enchérit, on va être forcément sur un paquet beaucoup plus important que le vôtre et donc si vous voulez vraiment remporter, bah, il va falloir remettre encore 10. Donc on est vite dans une escalade de chiffres qui sont quand même, très, très, très importantes et le système est prévu pour qu'il y ait une escalade de chiffres. Précisément, c'est l'objectif et c'est pour ça que je vous disais qu'entre le prix qui est affiché, qui est extrêmement attractif au point de départ et le prix de vente réel, en moyenne, on multiplie par 2,6. Donc c'est-à-dire quasiment fois 3. Donc un bien qui est affiché, 100 000 €, vous dites: «Ah, c'est l'affaire du siècle», et bah, globalement, statistiquement, il va sortir à 260 000, plus les frais. Donc vous serez, plutôt aux alentours de 300 000. Est-ce que c'est encore une bonne opportunité à 300 000? On n'en sait rien, ça dépend comment vous avez calculé. Mais encore une fois, si en plus vous n'avez pas pu correctement visiter le bien parce qu'il était occupé ou parce qu'il était pas suffisamment accessible, vous avez eu une demi-heure de créneau pour le faire et cetera, ouais, c'est compliqué. Donc on se retrouve finalement dans un environnement, qui est, rempli de professionnels.
hein. Qu'ils soient, des particuliers investisseurs ou que ce soit vraiment des sociétés spécialisées là-dedans, on se rend compte de ça. Et donc j'ai un ami, c'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo, qui a récemment acheté comme ça, un hôtel. Un ancien hôtel, qui était en adjudication parce qu'il y avait eu des magouilles là-dedans, bref, c'est pas le sujet. Heu, bon, bah, il l'a remporté, mais objectivement, le prix qu'il a payé, alors il est pas délirant le prix, mais est-ce que c'est le bon prix? Je suis pas hyper sûr. Peut-être que s'il l'avait touché, 20 moins cher, ça aurait peut-être été mieux et surtout qu'après se rajoutent donc tous ces frais et maintenant que les travaux de rénovation lourde ont commencé, bah, il y a plein de choses qui sont découvertes. Il y a plein de choses qui étaient invisibles au moment de la visite parce que, bah, c'est toujours pareil dans les grosses rénovations. Si on n'a pas le temps de vraiment, regarder, chaque détail et qu'on fait la visite en une demi heure, 1 heure, ça dépend de la taille du bien, hein. Là, c'est quand même assez gros, bah, on n'a pas du tout le temps de se rendre compte des choses. Donc on voit à peu près, mais s'il y a un gros problème, on s'en rend pas compte. Typiquement, un problème structurel, vous allez pas le détecter dans un sauf si c'est très visible, vous allez pas le détecter, comme ça. Par contre, quand vous allez commencer à faire les travaux, vous allez les sentir. Et potentiellement, du coup, voilà, on est de nouveau sur quelque chose où je trouve que la prise de risque, elle est relativement asymétrique parce que, le prix est attractif, le prix de mise en vente, mais par contre le prix final, il l'est beaucoup moins, généralement et que, donc vous maîtrisez pas exactement ce que vous faites, vous allez vous laisser emporter par la dynamique du jeu et à la fin, vous vous battez contre des personnes qui sont beaucoup mieux, préparées que vous. Encore une fois, si c'est des ventes en ligne avec des outils qui vont enchérir à la dernière seconde, si vous les avez pas, vous êtes sûr d'être perdant. Et si vous allez sur place, il y a toute cette mécanique d'effet de groupe et d'entraînement qui font que vous allez probablement, être tenté, très fortement de prendre des décisions qui sont irrationnelles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore passé le cap. Ça veut pas dire que j'irai jamais, mais je pense que si un jour j'y vais, ce sera pas tout seul, ce sera accompagné de quelqu'un qui est aguerri sur ce genre de vente-là, parce que je connais une autre personne qui en a fait son cœur de business et il s'en tire très bien. Par contre, c'est vraiment son cœur de business. Il fait que ça, donc il en pratique, je sais pas, entre 30 et 40 par an. Et donc il a appris à maîtriser sa psychologie et à maîtriser, son risque par rapport à ça. Donc si vous êtes débutant, je vous déconseille d'y aller, et en plus vous allez, tomber encore une fois alors j'ai parlé des professionnels, mais il y a aussi un autre type de clientèle, ça dépend de la taille du bien que vous visez, mais si c'est juste un appartement ou une maison, vous pouvez aussi vous retrouver face à des particuliers acheteurs qui vont agir sur le coup de l'émotion et monter les prix peut-être, 30 à 50 au-dessus de la valeur marché du bien. Simplement, ben, en se laissant emporter par, bah, ils s'achètent une résidence principale, ils sont pas là pour faire un investissement. Donc, la rentabilité, ils s'en foutent. Ce qui leur importe, c'est le lieu, c'est le coup de cœur, c'est je sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment le genre de choses sur lequel, en tant qu'investisseur, il faut pas aller parce que vous êtes 100 sûr de pas avoir votre rentabilité cible à la fin. Et si vous voulez savoir quelles sont les bonnes rentabilités, encore une fois, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui traitent très largement de tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.